Bonjour à toute la fanbase des Suns, j'espère que vous allez bien. On se retrouve comme tous les dimanches pour un nouvel épisode de Sunrise. Aujourd'hui avec Thierry et Pierre. Messieurs, comment ça va aujourd'hui? Bah, ça va très bien de mon côté, malgré les soucis dont on discutera, pour Phoenix, mais ça va bien. Je suis content de pouvoir débriefer cette semaine, avec vous. Toi Thierry, la forme? La forme, on a fait 2 matchs, virgule 75 dans la saison complet. On en débriefera tout à l'heure. Oui, exactement, exactement. Avant de commencer cette vidéo, on vous fait un petit big up à Mathieu, qui a depuis quelques heures atterri à Phoenix, Arizona, qui va nous faire un petit séjour là-bas. Donc n'hésitez pas à nous suivre sur X parce qu'il va poster pas mal de choses, des petites photos, des petites choses qu'il va faire là-bas. Il va aller voir 3 matchs de Phoenix. Bon, je comprends pas qu'il est un peu dégoûté parce que c'est un peu l'un de ses rêves de sa vie. Il y va, les Booker et Green sont blessés, on en reparlera plus tard, mais on lui fait un gros big up, on lui fait plein de bisous, qui profite de son séjour à Phoenix. Deuxième info très importante, la semaine prochaine, notre émission Sunrise ne sera pas dimanche, mais elle sera diffusée mardi matin. Ce sera le 3 février, sur les coups de 11h a priori. Donc n'hésitez pas, ne nous attendez pas dimanche prochain, on ne sera pas là. Question logistique simplement, mais ce sera mardi 3 à 11h. Voilà pour les infos un petit peu pour la suite. On va faire comme d'habitude les cactus, les top flops, il y en a pas mal cette semaine, et puis nos predictions qui vont sûrement être impactés, vous le savez déjà. Donc sans plus attendre, on va commencer avec les cactus. Les résultats de la semaine, messieurs, on a donc 3 matchs. Un premier back-to-back Nets, Philly, et ensuite les Hawks en déplacement également. C'était la fin de notre road trip. On va commencer par le premier match, messieurs. Une victoire 126-117 sur le terrain des Nets. Pierre, ce match, on est conscient que c'est pas le match de l'année, mais bon, un match à gagner face à une équipe de Brooklyn assez accrocheuse, hein. Ouais, pardon, on le gagne, on commence très bien, on a beaucoup d'adresse sur ce match, on a un Dillon Brooks qui a beaucoup d'adresse et même tous les joueurs, hein. On est à plus de 50 à 3 points, mais malgré ça, on les laisse dans le match, et ça, c'est dommage parce que bon, contre une équipe des Nets, tu as envie de pouvoir faire un peu tourner, de tester des joueurs, des jeunes et voilà, et on n'a pas pu parce qu'ils sont revenus, ils sont bien revenus et ils nous ont mis un peu la pression jusqu'au bout. Bon, on le gagne quand même, on fait le boulot, nos gros joueurs, donc Brooks, Booker et puis, Gillespie font un match pas trop mal avec, donc voilà. Donc c'est bien, c'est pas magnifique quoi, voilà. C'était, juste bien. Ouais, Thierry, on est d'accord. C'est vrai que dans l'idéal, on savait que c'était un back-to-back. On aurait aimé que les joueurs majeurs jouent 25 minutes et qu'on puisse être plus frais pour Philadelphie, quoi. Ouais, c'est toujours dans l'idée, c'est toujours ce qu'on souhaite sur des équipes plus faibles afin à la fois de très rapidement de se rassurer effectivement et puis de pouvoir faire souffler et de donner du temps de jeu aux joueurs qu'on a un peu moins. Heu, Par rapport à ce que vous aviez dit le week-end dernier, on a corrigé, sur ce match-là l'entame de match avec on Ouais. met 40 points et c'est intéressant. Après le truc, c'est que, je trouve qu'au niveau du banc, en fait, moins d'efficacité offensive. Donc quand ils sont là, on marque pas de points et on en encaisse. Donc du coup, il y a toujours eu ce rapproché qui a été effectué. Si on le prend. Voilà, ça c'est le plus important, on le prend. On n'avait pas besoin de se rassurer en fait, donc on est dans une continuité de la dynamique. Par contre, il faut quand même faire attention parce que ça reste quand même, c'est pas folie non plus l'attaque des Nets. Et des fois, on a des trous d'air qu'on doit corriger en fait. Mais bon, on fait l'essentiel, on le prend, on est capable après quand on accélère de vraiment être létal. Voilà, débuter la semaine comme ça, c'est parfait. Oui, ça reste une victoire, on va pas se mentir, on ne crache pas dessus. Match suivant, back-to-back, du côté de Philadelphie. Nouvelle victoire, 116-110, donc un match un peu plus serré forcément à la fin. Il n'y avait pas Embiid et Paul George, si je dis pas de bêtises. Ouais. Voilà. Mais de notre côté, on avait quand même le retour de Jalen Green face à Philly, parce qu'il n'avait pas joué face à Brooklyn. Donc, pour la première fois de la saison, deuxième fois, pardon, de la saison, nous avions notre équipe au complet. Donc c'était un plaisir et c'est une victoire. Toi, Pierre, ce back-to-back, je sais qu'il te faisait un petit peu peur quand on en a parlé la semaine dernière. Finalement, on le gagne et c'est très bien. Ouais, et en plus, début de partie cataclysmique, mais des 2 équipes
il y avait rien qui rentrait. C'était vraiment, et là, je me suis dit: «Bon, heureusement, il rentre rien parce que nous, c'est horrible» et finalement, on se met dans le match au fur et à mesure. On fait un gros troisième, il me semble. On se fait punir par VG Edgecombe, qui fait un gros match face à nous quand même, qui rentre beaucoup de 3 points. Hem, Tu l'as dit, le début de Jalen Green qui a été plutôt bon et qui est plutôt et en fait, tu vois ce qu'il peut apporter dans cette équipe, avec, il va prendre du pick and roll lui, mais en étant plus propre qu'un Dillon Brooks. Voilà, quand il appelle un pick and roll, je suis un peu plus rassuré que quand c'est Dillon Brooks qui veut le faire. Donc voilà, donc c'est un bon match qu'on gagne en plus, avec un bon retour, qui est de courte durée, on en parlera après, c'est en back to back comme ça, honnêtement, super quoi. Même si en face, il manquait des joueurs, honnêtement, j'étais très content de ce match-là. Toi, Thierry, t'en penses quoi de ce match, même si comptablement, du coup, c'est top parce qu'on était déjà à 2 victoires? C'était pas un match facile. Alors, effectivement, quand tu as Embiid et Paul George, enfin plus Embiid parce que Paul George, Embiid est en train de bien revenir, hein. Ouais. Donc, voilà, je voulais voir. Paradoxalement, l'absence d'Embiid, je me pensais que Mark Williams se régalerait. Et puis, on a surtout vu Oso, ouais. Mark Williams a eu 18 minutes avec un match dégueulasse quand même, hein, avec beaucoup de pertes de Oui. balles, voilà, et pas dans le rythme. Par contre, voilà, j'ai beaucoup aimé Oso, j'ai beaucoup aimé notre banc parce que je pense que notre banc, alors après, de temps en temps, ça arrive, hein, que ce soit O'Neal, Williams et Brooks se sont passés au travers, n'ont pas eu l'impact habituel. Mais Oso, Allen, Goodwin, Green, voilà, tout le monde a répondu présent. J'ai aimé notre défense. Alors, on lâche un peu en fin de match, mais j'ai aimé notre défense. Tyrese Maxey a été avec une soirée très, très, très compliquée au shoot. Kelly Oubre, pareil. Donc, on a su aussi bien cibler, bien défendre sur les joueurs qui auraient pu nous embêter. C'est très bien. Un petit enseignement de la soirée, c'est que dans la rotation, le retour de Green limité à 20 minutes, c'est Ryan Dunn qui pâtit Oui. au niveau de ce temps de jeu-là. Voilà, bon, pas très grave non plus parce que du coup, il nous apporte quand même sur le peu de minutes. Mais écoute, c'est une victoire que je pensais vraiment pas qu'on la prendrait. Je pensais pas non plus que Embiid ne serait pas là. Mais c'est intéressant aussi parce que ça permet de continuer la semaine correctement et ça permet surtout un premier aperçu de la qualité de notre road trip qui dépendait encore du dernier match, mais intéressant, encore une fois, des équipes en dessous, on prend. Oui, exactement. Et puis on bascule sur le dernier match sur une équipe qui était censée être un petit peu en dessous de nous, les Atlanta Hawks. Une défaite 110-103. Alors une défaite un peu particulière. Je pense qu'on en a tous un petit peu certaine amertume de cette défaite. On va en discuter un peu plus longuement parce qu'au-delà du match, on était dans le match totalement. On perd au bout de. Donc Jalen Green était remplaçant. Il joue 4 minutes et puis terminé. Rechute au niveau des ischios. Donc la deuxième. Donc Green sera out encore pendant à peu près 4 semaines, même s'il est toujours noté questionable un peu partout. À mon avis, on n'est pas prêt de le revoir jouer. Et puis surtout, à la fin du troisième quart, il restait 5 secondes sur une remontée de balle à la con, on peut le dire. Booker qui percute, je ne sais plus qui c'est le joueur. Pas au Congo. C'est au C'est au Congo, ouais. C'est au au Congo. Congo, Au ouais. Congo, voilà. Et puis hop, la cheville qui tourne. Donc, sortie de Booker, il a eu quand même mal. On l'a vu. C'est pas juste une petite torsion. Il a quand même mal. On l'a bien vu. Il sortait bien en boitant bien bas. Donc, 4 à 6 semaines d'absence avant une réévaluation. Pas avant un retour, avant une réévaluation. Donc, je pense qu'on peut dire que d'ici l'All-Star Game, déjà, on le voit plus. On verra après. Et une défaite au final parce qu'une gestion de match, de fin de match catastrophique. Des mauvais choix, des mauvais shoots. Alors, il y a peut-être une partie émotion parce que tu perds, entre guillemets, tes 2 meilleurs joueurs. Réadaptation, voilà. Peut-être des joueurs pas trop en forme qui ont voulu faire des exploits, ça n'a pas marché. Toi, Thierry, comment, au-delà des 2 blessures, le match, la fin de match, elle est un peu. Bon, c'était dépitant, quoi. Ouais, puis je trouve que peut-être pour la première fois cette saison, Jordan n'a pas su pianoter correctement sur ce dernier quart. Parce que pour le coup, Booker se blesse à 1 minute de la fin, je crois, 1 à 2 minutes de la fin du troisième quart. Donc on fait vraiment un quatrième quart sans Green, sans Booker. On
On n'a pas réussi à trouver, on met moins de 15 points, je crois. Et on n'a pas On met réussi 12 du tout points. à trouver 12 points. Ouais. Donc, de système ou de joueurs forts. Je pense qu'une majorité de shoots sont pris dans les 5 à 6 dernières secondes des possessions, avec des shoots très compliqués, pas naturels, forcés. Donc oui, effectivement, il peut avoir l'émotion qui a joué. C'est pas facile de se responsabiliser comme ça. Puis pour la deuxième fois en 2 matchs, je pointe encore les apports de Brooks, O'Neal et Williams. Qui sont des options complémentaires, mais qui deviennent à ce moment-là des premières options, qui vont le devenir pour les semaines prochaines, les semaines qui arrivent, et qui n'ont pas su du tout s'adapter, pas de réussite, pas de bons shoots. Et c'est pas l'histoire de dire on a eu des positions où ça ne rentre pas, ça fait partie du basket, ça arrive certains soirs. Là, c'était vraiment tous les shoots étaient dégueulasses. Il y a quand même de bons défenseurs, il faut le mettre aussi en avant à Atlanta, hein, qui ont su nous mettre en difficulté. Mais voilà, ce match tire la sonnette d'alarme parce qu'il va falloir être inventif et voir comment on va s'adapter sur les prochains matchs. C'est pas catastrophique, ça a terni un peu le bilan. Je trouve que le bilan de notre road trip reflète pas réellement la qualité de ce road trip, mais c'est comme ça. Maintenant, il faut passer à autre chose. Ça ternit surtout mon bilan. J'avais annoncé 3-0 et putain, j'étais à ça, quoi. J'étais à ça. Mais bon, c'est pas grave, ça fait partie du jeu, que veux-tu. Toi, Pierre, ce petit match et surtout ces blessures, tu en analyses quoi? On en parlera un peu plus tard des blessures, mais bon, surtout ce match. Bah, le match, honnêtement, bon match tout du long. Booker qui fait peut-être un de ses meilleurs matchs sur l'ensemble avant de se blesser, qui est vraiment dans une efficacité avec ses 2 points qui rentrent énormément. Et tous les autres matchs, en fait, on va dire que le bilan du match était sauvé parce qu'il allait chercher beaucoup de fautes et donc il tire des lancers francs et il est bon, tout ça. Là, pas du tout. Là, c'est juste que les shoots, ils rentrent, il est chaud et c'était très bien. Il se blesse et vraiment le poulet sans tête, et je suis d'accord avec Thierry pour dire que c'est un peu la faute à Jordan Hutt, hein, parce que c'est aussi à lui de dire, on est devant au moment où il se blesse, on est à 5 ou 6 points devant, je sais plus, et donc c'est là de dire: «OK, on se calme, si on défend fort, on fait de la transition». Enfin, il y avait des trucs potentiellement à faire et on sent que voilà, émotionnellement, je pense que c'était compliqué, donc on le gagne pas. C'est dommage aussi, et on le verra en termes de classement pour après, où il y a des opportunités pour aller plus haut en ce moment, mais c'est voilà, c'est le genre de petits matchs, si tu les gagnes, ça peut faire une vraie diff sur la fin. Bon, c'est pas grave, honnêtement. Maintenant, à voir si avec ton équipe, tu arrives à construire un truc pour être efficace et pas faire comme le 4e quart sur tous les prochains matchs, quoi. Je ne sais même On pas si verra on a ça. été chercher un lancer franc. On tire que 9 fois, 9 lancers dans ce match. Et je crois que dernier quart, on n'a pas attaqué le cercle, on n'a pas été en Non, chercher. Ouais. que des Donc, tentatives à tu 3 vois, c'est ça points. le problème en fait. Mmh. On a quand même des joueurs qui sont capables de driver, d'attaquer, et à défaut de, tu vois, de réussite et d'aller chercher ces putains de lancers. Donc ouais, bon, écoute, voilà, ça arrive. Après, Oui. pour la défense des Suns et même des Hawks, mais sur ce match, il y a eu très 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 peu de fautes sifflées. Sur aucun des cartons, aucune équipe, je crois qu'il n'y a aucune C'est équipe vrai qui qu'il était dans le bonus. sifflait pas trop, ouais. Il sifflait pas. Moi, je me souviens d'images encore où je voyais en bas le box score. Il restait 2 minutes dans le carton. Tu avais genre une faute sifflée contre les Hawks, 2 contre les Suns. T'as un peu choqué. Je pense pas qu'on arrive à défendre aussi propre. Donc, écoute, voilà, c'est comme ça. Hein, on va pas. Bon, c'est une défaite qui gâche un peu la fin du road trip. On verra un petit peu par la suite ce qui nous attend. Mais c'est sûr qu'il va falloir s'adapter, hein, parce que là, c'est pas possible de rester un poulet sans tête pendant 4 à 6 semaines. Ça va être compliqué. Tu parlais d'opportunité, Pierre, on va basculer sur le classement, puisqu'au moment, si jamais on avait pu battre ces Hawks, alors là, il y a eu une nuit en plus, mais la nuit dernière, on aurait été top 4. Pour information, on aurait été top 4 de l'Ouest. Bon, c'est une défaite malheureusement. Le classement actuel, alors c'est bien, ça change, ça y est, on peut enfin le dire. Nous ne sommes plus 7e, mais 6e de l'Ouest, à égalité avec les Wolves. 27 victoires, 18 défaites. Bon, le classement, il est comme il est. Pour l'instant, on est dans ce petit groupe serré, on va dire à 4 avec les Rockets, les Lakers et les Wolves. Donc pour l'instant, c'est assez compliqué, on ne sait pas trop où se positionner, mais ce qui est sûr, c'est qu'avec nos 2 blessures, on va avoir une tendance à chuter.
On en parlera un petit peu après, mais voilà le classement. Donc, j'ai presque plus envie de surveiller les Warriors, les Blazers et les Clippers que de regarder les Rockets, les Lakers et les Wolves. Après, on peut être surpris avec Jordan Hott. On va voir tout ça après. Hein. Après, on est d'accord que si Booker se blesse pas, ce match-là, je pense qu'on le prend Oui. Bien sûr. face aux Hawks. Et on est top 4. Voilà, c'est ça qui est complètement fou, c'est là où je voulais en arriver, même si il faut se rendre compte quand même que les Spurs, les Nuggets et les Rockets font quand même une bonne saison, mais qu'on n'est qu'à 4 matchs des Spurs, enfin on est à 4 matchs, c'est très loin, mais voilà, on insiste toutes les semaines, mais ce groupe est surprenant, c'est pour ça que ça va être intéressant de voir sur cette période d'absence ce qui va se passer. Oui, c'est très très intéressant. On va du coup passer un petit peu plus dans l'analyse, messieurs, avec la section des tops et des flops. On va commencer direct les deux pieds dans le plat avec le top et le flop de Pierre. Je t'en prie, tu as la main. Rest in peace, everybody. Bah oui, vous vous en doutiez, le flop, c'est les blessures. Booker, c'est une blessure de malchance, mais on l'avait déjà dit la semaine dernière. Il y avait son autre cheville qui avait tourné et on avait peur qu'il rate des matchs. Finalement, il rate pas les matchs et il se fait l'autre cheville. Donc, on l'a dit, hein, c'est 4 à 6 semaines d'absence minimum. Donc ça fait mal forcément pour cette équipe, parce qu'un Booker qui, malgré ses petits problèmes de pourcentage au shoot sur ces dernières semaines, est le leader incontesté, même à la création de jeu. Donc ça, c'est compliqué. Et puis Jalen Green, hein, qui aura fait 3 matchs en tout, si tu n'en même pas, si tu comptes ces 2 matchs de retour et ces micro-matchs après où il se fait mal. Alors, il y a plusieurs sons de cloche. Il y en a qui disent que ils sont hyper prudents et qu'il a senti une raideur. Donc hop, on arrête tout de suite et puis on verra. Mais ça commence à poser question parce que c'est quand même compliqué qu'il n'arrive pas à enchaîner 2 matchs, Jalen Green. Et donc la question, c'est aussi, est-ce que toutes ces blessures vont nous forcer à bouger à la trade deadline qui arrive dans 2 semaines? C'est compliqué et je me demande l'état d'esprit de Hott et de Brian Gregory pour savoir s'ils se disent ok, c'est pas grave, ou si ils vont avoir envie de bouger à cause de ces blessures, quoi. Je sais pas ce que tu en penses, Thierry. Après, on va peut-être, cette blessure-là va nous ce qu'on voit, c'est l'aspect scoring. Parce que Green et Booker, est-ce que l'équipe elle est capable de scorer peut-être moins bien ou de manière moins importante? Est-ce que c'est pas justement se focus sur la défense à step up là-dessus? Je pense à un joueur que j'aime beaucoup qui apporte des vraies minutes, mais je parle à Livers, qui risque de récupérer des minutes. Ryan Dunn va par rapport à cette semaine aussi. Donc je pense qu'il va falloir effectivement que certains joueurs soient efficaces offensivement, mais je pense que défensivement, il va vraiment falloir, parce qu'on ne pourra pas enchaîner, on ne pourra pas faire mettre 120 points toutes les semaines de moyenne. Donc il va falloir régler cette chose-là. Je pense qu'on en est capable. Par contre, ça demande énormément d'énergie. Donc ça va vouloir dire qu'il va falloir aussi que les joueurs qui sont capables de scorer en garde sous la pédale pour pouvoir justement marquer. Ça va être intéressant de voir si cette équipe-là, qui m'a l'air très soudée, à défaut d'avoir de grosses qualités individuelles, c'est peut-être ça permet aussi de travailler l'avenir, hein, de voir sur qui réellement on peut compter et qui va mériter ses prolongations en fin de saison. Ouais, c'est vrai, tu as raison. Je te suis totalement là-dessus. Moi, j'ai hâte de voir, du coup, tu vois, tu prends un gars comme Colin Gillespie qui a déjà explosé le plafond cette année. Est-ce qu'il va être capable encore de rehausser son niveau? Est-ce que Grayson Allen va retrouver un peu d'adresse comme on avait eu en début de saison? Parce que du coup, il va avoir beaucoup plus de ballons en main. On parlera un petit peu de M. Dillon Brooks après, mais c'est pareil. On va le dire franchement, notre première option aujourd'hui, c'est Dillon Brooks. Tu vois ce que je veux dire? Ça me fait très mal de dire ça, mais je le dis quand même. Et surtout, Goodwin va devoir aussi, je pense, qu'il va prendre Goodwin, vraiment ouais. des minutes là-dessus. Goodwin Et je suis assez fan quand même, agressif, vraiment intéressant. Et ce côté intérieur, Mark Williams, qui est un petit peu en dedans ces derniers matchs, il va falloir qu'on arrive à le trouver un peu à l'intérieur, à le servir. Pour moi, tout le monde il doit va faire plus. être ou au pire des cas, notre deuxième meilleur scoreur sur ce mois à venir, si Green ne revient pas, parce qu'on sait que Booker ne revient pas. Donc oui, c'est très compliqué. Après, je pense qu'il ne faut pas céder au panic move à la deadline.
Euh, Non. Ça sert à rien. C'est comme ça. On fait déjà une très bonne saison. On a des très bonnes bases sur quoi construire. Parce que là, Booker, on le revoit pas avant début mars, quoi. Tu vois ce que je veux dire? Donc début mars, t'es à 2 semaines des playoffs, quoi. Enfin, je l'exagère presque, mais donc ça va être assez chaud. J'espère juste qu'on va pas vivre une chute libre totale au classement, sachant qu'en plus on n'a même pas nos pics, donc ça sert à rien. Mais je pense qu'avec le système qu'on a, que Jordan Hott a mis en place, on peut arriver à s'offrir du moins des fins de match serrés. Après, à voir si ça tombe dedans. Mais comme tu dis, avec une grosse défense et des joueurs qui vont devoir step up, c'est clair, quoi. C'est clair. On est d'accord. Est-ce que vous avez quelque chose à rajouter sur les blessures, messieurs, ou pas du tout? Moi, j'en Non, pense on espère que rapide. ça s'arrête surtout. Ouais, on espère que ça Oui. s'arrête. Et tu disais, Thierry, avant l'émission, en parlant de blessures, on pense à Jimmy Butler qui s'est fait les croisés et qui ne viendra pas avant ses 28 ans. C'est 38 ans, pardon. 38 Putain, ans, ouais. je suis emballé. C'est 38 ans. Et tu disais, on a bien fait de pas faire le coup. Bon, bah écoute, pour l'instant, ça nous donne raison. Écoute, hein, mais bon, tu me diras, on a fait Jalen Green, c'est pas mieux, mais bon, il a 23 ans, donc c'est un peu plus d'espoir. Voilà pour les blessures, messieurs. Je vais juste passer sur mon top rapidement. C'est monsieur Oso Ighodaro qui fait des très très bons matchs ces derniers temps. Je ne sais pas ce que vous en pensez. Il gagne un petit peu de temps de jeu. Sur les 10 derniers matchs, il est presque à 23 minutes de temps de jeu derrière Williams. Sur le road trip, il y a 2 matchs où il joue plus que Mark Williams. C'est important. Bon, après, voilà, il a un peu plus de 6 points de moyenne, 4 rebonds, quasiment 2 passes, 65% au shoot et un steal et demi. Ça, c'est important quand même, 1,5 steal. Mais je trouve que moi, son impact à Ighodaro, il n'est pas tellement statistique. C'est sur le terrain, j'aime beaucoup. Je trouve qu'il c'est un liant en attaque. Quand je le vois avec la balle dans les mains, je suis presque. Voilà, c'est pas Jokic, mais je suis content. Je me dis, il va peut-être trouver quelqu'un en backdoor qui va cutter. Est-ce qu'il va ressortir? Enfin, j'aime bien les mouvements. Ça apporte du mouvement. Il a des bonnes passes, des bonnes mains, une bonne vision. Donc, j'apprécie beaucoup ces minutes qu'il nous donne. Je trouve qu'il a progressé défensivement. Et même au rebond, je trouve qu'il arrive un peu plus à catcher du rebond. Des fois, sur des switches, il se retrouve face à des petits meneurs et tout. Alors forcément, des fois, ça pas toujours, mais je trouve qu'il se défend bien. Et surtout, grande nouvelle, il a quand même progressé au lancer franc, pardon, mais sur ces 10 derniers matchs, il en met un peu plus. Il est presque à 65%, je crois. Donc, ça brique un peu moins. Je sens que ce mec est un putain de bosseur. Voilà, c'est tout ce que j'ai à dire. Je sais pas, Ighodaro, vous en pensez quoi, vous les gars, rapidement, toi Thierry, sur son évolution ces quelques derniers matchs? Bah, ce que j'aime, c'est qu'il attaque le cercle. Il a enfin compris qu'il était mobile et qu'il avait un premier pas et une gestuelle beaucoup plus rapide que la plupart des intérieurs. À défaut d'être physiquement, de pouvoir les enfoncer, il a ça. Je trouve que, voilà, tu le dis, c'est un lien. Voilà, il a de très bonnes mains, il est capable de faire de bonnes passes sur les écrans. J'ai bien aimé. Alors, ça a été ultra furtif, hein, mais sa relation avec Jalen Green a Ouais. été hyper intéressante sur le pic. Donc ça, c'est bien. Bah, voilà, Osso, c'est en train de devenir un vrai joueur, un vrai role player de NBA. C'est un joueur sur lequel je trouve je me projette complètement. C'est-à-dire que c'est un joueur, je me projette sur le fait que ça soit le pivot backup des Suns pendant quelques saisons. Non, c'est très intéressant. Ça prouve aussi que il faut de la patience avec les jeunes. Voilà. Je sais que c'est compliqué à la NBA, que ça ne demande pas de patience. Mais il faut de la patience parce qu'on arrive à façonner des joueurs. Il est tombé dans une équipe qui, sur un poste démuni, donc il a pu travailler. Non, je suis très content. Voilà, on sait ce qu'on a avec lui. Maintenant, à lui de continuer à travailler comme ça. Et c'est un plus, c'est un facteur X. Et effectivement, ça se voit pas toujours dans les stats. Ouais, toi, Pierre, du coup, je vais en revenir sur Jordan Hott, mais qui a été connu pour le développement notamment d'Evan Mobley et tout ça. On se rend compte quand même que il a tout à fait compris quelles étaient les forces d'Ighodaro et il Ça. appuie dessus, quoi. Ouais, c'est ça. Bah, vraiment, tu disais liant, c'est vraiment ça, hein. Il met de l'huile dans les attaques. Tu le vois, il a souvent le ballon en main lors d'une attaque, en début ou en fin. En tout cas, il a toujours un rôle. C'est pas un pivot qui va juste attendre poste bas et qui va rien faire de toute ton attaque. Il a vraiment un rôle, dans toutes les attaques et comme Thierry, quand je regardais le match de Philly, je me suis dit: «Ah mais en fait, il peut nous faire ça longtemps, en fait». Mm. Honnêtement, ce qu'il fait, le lien qu'il a, dans le système, Hott, ça, il peut le faire des années et de mieux en mieux, quoi, tu vois? Être vraiment un gars comme ça. Donc oui, c'est bien. C'est un joueur sur lequel on n'avait pas énormément d'attentes quand on l'a drafté, hein. L'année dernière, il joue parce que le poste de pivot, c'était une catastrophe, absolue.
Et cette année, bah, il montre, tu vois, on avait pris un Nick Richards, bah, Nick Richards, il part. Voilà, c'est Osso le backup. Donc il fait sa place quand on va voir Maluak jouer, Maluak, il va falloir qu'il gagne ses minutes aussi, quoi. Mmh. Donc c'est très intéressant pour nous parce qu'on a du jeune avec une vision de l'avenir. Nos 3 pivots potentiels sont des jeunes, donc ça, c'est plutôt cool. Ouais. Et à noter qu'il remonte même la balle des fois, pour vous dire Oui, le niveau du gars, quoi. Ouais, Bon un voilà, peu de handball. c'était le top Igo Daro. Hop, on passe tout de suite au top ou au flop de monsieur Thierry, je t'en prie. Alors moi, j'avais un flop. J'ai failli en avoir un deuxième avec lorsqu'on a démarré cette vidéo, puisque Pierre, t'as failli avoir un flop pour moi avec ce maillot que tu étrennes derrière toi. tu l'as Ah oui, oui, je suis vu? d'accord, je suis d'accord. Il est signé, hein. Il est signé, hein. C'est catastrophique. Ouais, 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 putain, Ah mais c'est assumé, c'est beau. Ouais, je vous fais toute la liste de tous mes pires maillots, vous verrez. Il y a de la ouais, pépite. ouais, ça c'est dur, c'est dur. Hâte Non, de mon voir flop, celui de Troy Daniels. Ouais. Mon flop, il va être dur parce que ça reste sur la semaine, mais ça reflète pas la saison. Ça va être pour Dylan Brooks parce que je trouve que autant il a su, autant l'impact de ce joueur est incroyable et je pense que s'il y a un joueur qui a changé le visage de l'équipe, c'est bien lui. Et notamment cette hargne et défensivement, il nous a vraiment inculqué une mentalité et une exemplarité qui fait toute la différence. Autant c'est offensivement, je trouve que tout se résume au match face à Atlanta, ses travers à vouloir faire de l'ISO, à vouloir alors je prendre des fade-away, mais qui sont tellement difficiles. Je veux dire, c'est des répertoires où très peu de joueurs sont capables d'être réguliers. Voilà, je ne veux pas qu'il tombe là-dessus parce que maintenant, il va être presque notre première option, même si je pense que ça ne sera pas lui. Je pense que Grayson Allen sera certainement la vraie première option. Voilà, il doit peut-être sur ces possessions-là, alors je sais qu'ils veulent se montrer et je sais qu'il est capable de temps en temps de le faire, mais sur ça, il doit donner le ballon à quelqu'un d'autre. Je préfère qu'il aille murmurer aux oreilles des gars, qu'il aille les emmerder. C'est ça son jeu, c'est ça, c'est ce qu'on veut voir et pas ça. Statistiquement, voilà, sur le road trip, il est bon, 15 points, c'est honorable, 15 points, 4,5 rebonds, c'est honorable. C'est là où on l'attend, en fait. Mais il est à peine 30% au shoot, il est à 27% à 3 points, il a une évaluation qui est négative. Non, voilà. Le trou d'air, il est compréhensible parce que sur 82 matchs, on ne peut pas demander à un joueur d'être toujours présent. Et Dylan Brooks reste, enfin en tout cas s'affirme comme un lieutenant et pas autre chose. Maintenant, j'attends. Je veux pas qu'il tombe dans ces travers-là, sinon ça va être très très long. Surtout que en fait, le vrai enjeu, ça va être nos premiers cartons. Ne pas prendre des éclats dans les premiers cartons parce qu'on manque de talent offensif. Si Dylan Brooks s'entête à prendre comme en début de saison, lors de ses absences, déjà 10 shoots dans le premier et qu'il a des mauvais pourcentages, on pourrait être en difficulté. Notre défense ne pourra pas tout faire. Donc voilà, petit carton à Dylan sur cette première semaine, mais ça n'enlève en rien la première partie de saison remarquable qu'il nous permet de réaliser. Oui, tu as raison. Surtout que voilà, on n'a rien contre Dylan Brooks, comme tu le dis si bien. C'est juste qu'on se rend compte que voilà, il a une petite phase de crue en termes de pourcentage au shoot et de réussite. C'est pas forcément là qu'on l'attend. Je te pose la question, Pierre, hein, mais toi, demain, là, on commence un match. Moi, avant Dylan Brooks, je préfère voir la balle dans les mains de Gillespie ou de Grayson Allen. Pour moi, en termes de ball handling ou de décision offensive, j'en vois au moins 2 avant lui. T'en penses quoi, toi? Largement. Moi, je suis pas le plus grand fan de Dylan Brooks, offensivement. J'en avais déjà un peu parlé en début de saison, tout ça. Pour moi, il prenait trop de shoots. J'ai l'impression que parfois, il se prend pour le joueur qu'il n'est pas. Et ça, c'est un problème, hein. On le voit même avec le Canada parfois. Voilà, je trouve ça c'est un de ses soucis. J'ai l'impression que parfois, il veut être le joueur qu'il n'est pas, avec tous les qualités qu'il a à côté, que ce soit défensivement ou en état d'esprit. Mais pour moi, oui, c'est la troisième option, de notre équipe, dans tous les cas, en fait. Parce que je le sens pas capable, alors sur certains matchs, oui, sur des éclats, il en a fait, il fait 27 points à Brooklyn, il a fait des matchs à plus de 30 points cette saison, mais pour moi, oui, il doit être à, maximum, 18 shoots, je sais pas combien il en prend il fait 18 shoots à Atlanta, il fait 13 shoots
et 15 shoots sur les autres 18 matchs. shoots, tu lui en donnes beaucoup. Hein. Ouais, mais maintenant, à 12-13 shoots, il sans faut qu'il se Booker, limite à quoi. ça. Sans Booker, je me dis, tu vois. Avec Booker, il doit être à 10 shoots, 10-12 shoots Est-ce qu'il max. doit plus shooter, la vraie question? Est-ce que forcément, on a besoin est-ce qu'il a besoin de changer de rôle? Je sais pas. Le truc, c'est que entre Booker et Ça va Allen, dépendre de Allen, ça quoi. fait déjà au minimum Booker et Green. Bon, Green, on ne compte pas parce qu'il n'a pas trop joué, mais Booker, il prenait en moyenne entre 15 et 20 shoots. C'est ça. Ouais, mais est-ce qu'on doit pas le répartir sur d'autres joueurs, en fait? C'est ça que je veux dire. Non, il prendra pas tout, c'est sûr, parce que Gillespie en prendra plus, Allen en prendra plus, t'as des gars comme Goodwin qui auront plus de temps de jeu, c'est une certitude. Mais maintenant, oui, il va forcément augmenter un peu plus. son... Oui, forcément. C'est un des gars qui fait de pas- l'ISO chez nous. C'est un des gars qui fait de l'ISO chez nous. C'est le seul gars qui est bon en ISO. Et qui appelle du pic. T'as Booker qui fait ça et lui, point. Honnêtement, je pense que Allen peut en faire un peu, mais va falloir qu'il force sa nature. Va falloir qu'il force sa nature. Et après, Gillespie, mais pareil, oui, si tu as Gillespie et Allen qui forcent leur nature et qui deviennent des mecs qui shootent 15, 18 shoots, ok, t'as pas besoin de ça. Mais un des rares qui le fait actuellement, c'est Brooks. Et je vois pas pourquoi il va se dire ah non, mais moi j'en appelle moins ou j'en appelle autant. Il va en appeler un peu plus, je pense. Hein. Mais je suis pas pour. Mais moi j'attends mais il va le faire. 2-3 de plus, quoi. Ouais. Si tu commences à faire 20 shoots, ça va être long. Je suis d'accord. C'est horrible. Moi, je veux pas, mais j'ai peur que ça arrive comme ça. Mais moi, j'ai peur que ça arrive si on n'a pas d'adresse. En fait, si tu veux, imagine, on commence un match, on n'a pas d'adresse globale. L'équipe n'a pas d'adresse globale. À 3 points, c'est compliqué, etc. Mais là, ça va être de l'ISO, full ISO sur Brooks. Et là, les gars, genre les yeux qui saignent. Hein. Horrible. Mais déjà, son shoot, il est horrible. Alors, il shoot à une main déjà. Mais bon, ça rentre. Faut reconnaître quand même depuis la saison, ça rentre. Mais c'est vrai que ça fait peur. Moi, les deux choses qui me font peur, c'est les money time. Parce que si tu arrives en fin du 4e, c'est serré. À moins qu'il y ait des bombinettes de Gillespie ou Allen qui tombent par miracle. Moi, j'ai peur. Et la deuxième chose, c'est est-ce que Jordan Hott va réussir à organiser tout ça, à ce que le système reste au-dessus de tout, et se rendre compte qu'en fait, ce qui est performant, c'est pas forcément les joueurs, même si évidemment avoir un Booker, un Green, ça change tout, mais que le système te permet de toujours gagner des matchs et d'être chiant en fait, quoi. Donc ça, c'est ce que j'ai hâte de voir en tout cas. Mais c'est vrai que Brooks, ces derniers temps, il est pas dingue en termes de scoring et de réussite, et je dirais même de choix de shoot. Donc on espère que ça s'empire pas dans les semaines à venir. Est-ce que, messieurs, vous avez des choses à rajouter un petit peu sur Monsieur Dillon Brooks, sur vos tops et vos flops, où on est pas mal? On est bien, on peut essayer de se projeter, justement. On va se projeter exactement. Belle transition, belle passe décisive, Pierre. On passe tout de suite aux predictions. Alors, avant de vous montrer des classements, messieurs, on vous montre un petit peu notre concours en interne pour la semaine dernière. Donc, malheureusement, Thierry et moi ne marquons pas de points, puisque j'étais à ça du 3-0 et Thierry avait dit 1-2. Et Bastien, Pierre et Mathieu marquent leurs points, ce qui fait qu'au classement, nous avons un duo de tête, Bastien et Pierre. Si seulement ça pouvait être le même duo de tête en TTFL, les gars, ça serait bien. Surtout pour Bastien. Je suis deuxième. Non, je parle pour Bastien. Oui, t'es deuxième. Oui. Et du coup, avec Mathieu et Thierry, nous sommes juste derrière avec un point de moins. On va passer tout de suite au calendrier, mesdames et messieurs. Donc là, vous avez 5 matchs, comme je vous le rappelle. Le prochain Sunrise sera le mardi 3 février. Donc nous avons inclus le match des Clippers qui est dans la nuit de dimanche à lundi. Nous avons cette fois-ci, après le road trip, que des matchs à domicile. On commence cette nuit avec la réception du Heat. Mercredi, on reçoit les Nets. Vendredi, les Pistons. En back-to-back, nous avons les Cavs, ce qui est compliqué. Et du coup, lundi, nous recevons les Clippers qui sont aussi en forme actuellement. Thierry, quand tu vois ces 5 matchs à domicile, qu'est-ce que tu penses de ces matchs? Est-ce que tu as des matchs qui retiennent un peu ton attention? Et puis surtout, ton pronostic? Je pense que c'est un calendrier, au vu des absences, qui sera très compliqué. Heat, Pistons, Cavs, Clippers, c'est au-dessus par rapport à la qualité de notre effectif, mais je les mets vraiment un cran au-dessus. Donc du coup, si tu veux, mon premier ressenti serait de partir sur du 1-4, sans ne manquer de respect, avec prendre les Nets. Maintenant, à chaque fois que j'ai
côté pessimiste, en tout cas, on a toujours été capable ils ont toujours été capables de me surprendre, donc ça voudrait dire que ça serait un petit peu mieux. Je vais être sur du 2-3. Je pense quand même que ce calendrier, il est quand même assez, en à peine une semaine, ça fait quand même 5 matchs, ça va être très compliqué physiquement. Est-ce que Jordan Hutt va ouvrir son banc sur un joueur obligatoirement? Est-ce qu'il ira un peu plus? Parce que du coup, pour l'enchaînement, il va quand même falloir Livers, Fleming à retrouver du rythme. Voilà, je vais être sur du 2-3. Je nous souhaite bien sûr de faire mieux. Mais en fait, je pense que si on fait 2-3, je pense qu'on peut prendre Heat Nets sur de la fraîcheur, sur de l'envie, voilà, sur de l'orgueil. Mais vraiment, Pistons, Cavaliers, Clippers, je ne vois vraiment pas, en tout cas parce que je ne matérialise pas la rotation, parce que moi, la question, c'est qui va être dans le 5 de Booker et comment il va organiser ses rotations. Donc voilà, moi, je vais être sur du 2-3, mais vraiment, pour moi, c'est un plafond. Ok, 2-3 pour Thierry. Toi, Pierre? Bah, je suis un peu aligné, c'est-à-dire que j'aurais envie de dire, on gagne les Nets et c'est tout, quand tu vois l'effectif qu'on a par rapport aux autres. Mais en même temps, j'ai pas envie de me contredire avec, les 2 dernières vidéos où je parle de système, on parle de notre banc est bon, on parle du fait qu'on arrive à faire jouer les joueurs, à leur, bonne place et à les sublimer. Donc, je me dis: «On va peut-être en prendre un de plus via ce système». Donc je suis aussi en 2-3. Puis en plus, ça me différencie de Bastien. Vous verrez, mais comme ça me fait, si c'est bon, je monte tout seul sur la première marche et honnêtement, assez aligné sur le Miami Nets. Mais on n'est pas à l'abri, des équipes de l'Est qui viennent à l'Ouest, qu'ils aient un match un peu en dedans, que ce soit les Pistons ou les Cavs et tu le prends à l'énergie, tout ça, en ayant gagné les Nets avant et tu vois, tu as de l'énergie et tout ça. Donc 2-3, je serais très content si on fait 2-3. Voilà. C'est pas du positif, mais je serais très content si on fait 2-3 déjà sur la semaine prochaine. À 2-3, moi je vous suis sur le 2-3. Comme je vous le dis, c'est que des matchs à domicile. Donc même si on a beaucoup de matchs et du back-to-back, c'est quand même beaucoup plus de repos parce qu'il n'y a pas de trajet, il n'y a pas de transport, on passe pas d'une ville à l'autre. Donc mine de rien, ça joue un petit peu. On va recevoir les Pistons, les Cavs et les Heat qui sont tous les trois en road trip à l'Est. Donc les Nets, il faut prendre. On va arrêter tout de suite, il faut prendre. Je pense qu'à l'intensité défensive, on peut le prendre. Et puis on n'est pas à l'abri, comme tu dis, que peut-être il y ait une équipe qui vienne pas tout à fait au complet. Peut-être que les Clippers viendront sans Kawhi. Enfin, ce genre de choses, tu vois. Et de Ouais. suite, ça change quand même une physionomie de match, tu vois. Peut-être que le hit, je sais pas, pour X ou Y raison, bon, on verra cette nuit, mais je pense que oui, c'est 2-3. Je suis tout à fait d'accord avec vous. Moi, je crois en ce match contre le hit cette nuit. Je sais pas pourquoi. Après, ça va être le premier match sans Booker, donc il va peut-être y avoir un peu de déchets, le temps que ça se mette en place. Mais il y a moyen qu'on soit. Je pense pas qu'on sera moche à regarder, en fait. Je pense que ça sera toujours des matchs sympas. Malheureusement, les shoots vont peut-être pas rentrer de la même manière, mais je pense que ce sera quand même des matchs intéressants. Donc oui, 2-3. Les pronostics des copains. Mathieu, qui est d'ailleurs à Phoenix, et va avoir ce match en direct et comme nous sur du 2-3. Donc c'est ce qu'on souhaite à tout le monde. Et pour finir, Bastien. Bastien, qui habituellement est notre éternel positif, nous a dit 1-4. Il a suivi son instinct. Je pense que lui, il va prendre uniquement les Nets. Donc on verra. Honnêtement, si on fait 2-3, c'est pas mal, les gars, parce qu'on va réussir un petit peu à faire ce tampon. On va un peu gagner du temps. C'est un peu, voilà, essayer de rester à peu près à l'équilibre sans trop chuter. Mais j'avoue que, alors imaginez, on est sur qui on fait un 3-2 là. Voilà, la dinguerie. Trop bien. Mais bon, ça va être très très compliqué. Donc 2-3 pour tout le monde, sauf pour Bastien qui nous dit 1-4. Il y a Messieurs, un est-ce que monde vous où on avez. peut faire 0,5 aussi, les gars. Et Ah il y oui, a un oui. monde, ouais, il y a un monde où on peut faire 0,5, mais je serais un peu deg. Mais j'y crois pas. J'y Honnêtement, crois c'était pas au Moi non qui plus, respect. mais je me dis, tu sais, les Nets, tu tombes sur des Nets qui shootent à 25 sur 42 à 3 points, un enfer terrible. Attention. Ouais. Et après, imagine, tu gagnes le hit cette nuit. J'ai presque envie de te dire, ta semaine, elle est déjà réussie, quoi. Enfin, tu vois ce que je veux dire dans ma tête, je me dis, ah bah c'est bon, on a pris le hit. Après, c'est la dynamique. Hein. C'est 15-20 matchs de ratés pour Green Booker au minimum. On va dire si on tient compte de ces indisponibilités-là. Donc, c'est quelle dynamique on va enchaîner sur ce début de cette série. Ça, c'est pas simple. Pas simple. Ouais.
l'avantage de ces blessures, je mets des gros guillemets, c'est que tu termines ton road trip et que là, tu es pendant un moment à la maison. Parce qu'imagine, là, tu chopes Oui, ces c'est bien. blessures à la maison et là, tu attaques Ouais. un road trip. Oh, bah là, t'es mort, là. Je suis Là, t'es d'accord, mort. ça permettra d'avoir un joueur supplémentaire avec le public. Bon, messieurs, est-ce que vous avez des petites choses à rajouter sur l'émission au global ou on est plutôt pas mal? Bah, c'est notre avant-dernière émission. La prochaine, tu l'as dit, elle sera diffusée le mardi 3. C'est l'avant-dernière avant la trade deadline. Donc, il va avoir cette fameuse question, hein. On sait qu'on est enclin à bouger sur un move, notamment Richards. C'est de savoir, on en reparlera très certainement la semaine prochaine, mais c'est de savoir, les rumeurs indiquaient que c'était un poste 4 surtout qui était recherché par Phoenix pour densifier un petit peu et pour apporter peut-être un profil qu'on n'a pas. Est-ce qu'on ne se tourne pas plus vers un 3-4, voire un 2-3 avec les absences, ou est-ce qu'on se dit, bon, mais finalement, on reste focus là-dessus parce qu'à un moment donné, les autres vont revenir? Je sais pas trop comment. Je pense que ça a dû changer un peu les plans, en tout cas, de l'écoute qu'on doit avoir. Parce que Richards ne joue plus, donc là, on peut vraiment acter Oui. qu'on veut le bouger. Et qu'on arrivera à le bouger, parce que je pense qu'après, c'est juste une question de De savoir si contrepartie. la contrepartie nous intéresse. Mais les offres, il y a dû en avoir. Bon, peut-être qu'on attend tous aussi le premier vrai move aussi, hein. Peut-être que ça va être un. Pour Un l'instant, il y déclencheur. a moins de rumeurs. Ouais, il y a moins de rumeurs. On s'attendait à ce que ça bouge beaucoup. Il y a des joueurs qui se disent bah, finalement, je ne bougerai pas. Voilà. Va falloir voir, mais moi, c'est ma point d'interrogation. Voilà, je vais être très attentif à ce qui va être dit et on va voir un petit peu comment on va gérer ça. Bah, là où je suis d'accord, c'est que pour moi, le profil qu'on va rechercher contre Richards va dépendre de la dynamique sur les 5-6 prochains matchs. Oui. Si tu as Gillespie Allen qui sont très bons, Brooks qui est pas trop mal, et que par exemple, en sortie de banc, tu as du Goodwin qui super forme, tu as peut-être Jamari Bouillet qui revient et qui fait des bons matchs, peut-être tu vas dire, bon, c'est peut-être pas nécessaire d'aller encore étoffer ma ligne d'arrière parce que quand Green et Booker vont revenir, il y Ouais, aura ça va trop de remonter. monde. Ouais. Et on va rester sur le plan initial qui est, ok, on va chercher un poste 4 qui prend du rebond, etc. Machin. En revanche, si Jamari Bouillet revient pas au même niveau, que Goodwin n'arrive pas à step up, que Allen et Gillespie, c'est limité parce que tu peux pas les faire jouer 48 minutes chacun, ben là, tu vas dire, bon, il me faut quelqu'un d'autre sur les lignes Tu vas arrière. peut-être chercher un scoreur, ouais. Je pense que tout dépend un petit peu de ces 5 matchs qu'on vient un petit peu de voir dans le calendrier. Et je pense que ça va déterminer un petit peu la contrepartie de. Alors attention, on va pas choper Stephen Curry avec Nick Richards, je vous rassure. Mais peut-être un joueur d'un fin fond d'un banc qui joue plus ou qui est pas très bien là où il est. Et pouvoir du coup avoir ce joueur sur les postes 1, 2, 3, un peu plus créateur, un peu plus scoreur. Voilà. À voir. Bon, je sais pas, Pierre, t'en penses quoi, toi? Ah bah, je suis tout à fait aligné. Et j'en parlais un peu au moment des blessures. Est-ce que ça va nous faire bouger différemment que ce qui était prévu du plan initial? On verra. Si Grayson Allen, moi, entre guillemets, celui sur lequel j'ai le plus confiance, ou en tout cas celui où j'ai des attentes, c'est vraiment Grayson Allen, où je me dis il a fait des matchs où il peut step up. Si step up, bah, tu pas besoin, entre guillemets, tu veux dire on va tanker ces 15, 18 matchs sans personne là, et tu vas chercher ce que tu voulais, un 4. Et sinon, bah, ouais, tu peux trouver, je pense, hein, du mec qui est un peu scoreur sur les lignes arrière, tu peux trouver aussi, qui joue pas trop parce que pas dans le truc, ou qui est dans une équipe qui tank, ou j'en sais rien, tu vois. Je pense que tu peux trouver. Oui, Après, je pense qu'en plus. Ouais, on a vas-y. une option hein, dans la chaussette, hein. On a Kobe Brea qui joue, qui est revenu de blessure et qui joue. Est-ce que lui va avoir quelques petites minutes justement pour apporter surtout du shoot en fait? Parce que Ouais. lui, pour le coup, c'est un shooter, à défaut d'être encore prêt. Peut-être que tu vas l'internaliser. Je sais pas. Possible. Mais alors, par contre, défensivement, Ouais, c'est plus. sous-dimensionné. Lâché, ouais. Après, à Oui, voir, c'est plus on est surpris avec Jordan Hutt souvent. Donc, Ouais, Bouillet, on n'en attendait pas grand-chose, hein. Donc, sur des séquences bien identifiées, peut-être que ça viendra de là, ce scoring-là, parce que de toute façon, effectivement, il faut du shoot, hein. c'est vrai. Mais là où tu as raison, Pierre, c'est que peut-être que tu vas chercher un joueur qui actuellement est sous-coté, donc qui performe très peu dans une équipe un peu cheap contre Richard. Et en fait, comme tu l'intègres au système Jordan Hutt, le mec devient trop fort. Tu vois ce que je veux dire? Ouais. C'est tout à fait possible. Hein. Tu vois, toi, alors, on fait souvent cette comparaison, mais c'est vrai qu'à chaque fois que tu me parlais de Spoelstra, Thierry, on revient dessus. Regarde, la plupart des joueurs qui sont un peu moyens, des fois, tu les intègres au hit. Putain, les mecs, c'est qui ces mecs, quoi? Peut-être que tu vas chercher un petit joueur d'un fin fond de banc que personne n'a vu venir et que tu vas
tu vas pouvoir le faire jouer correctement. On Ouais, verra ça, de ou toute façon. un vet qui fait une dernière, qui a l'opportunité de faire un dernier tour d'honneur. Ça peut être aussi intéressant. Parce qu'on se Signons fait Chris beaucoup de jeunes. Paul, c'est bon, et puis voilà. Le pauvre Chris, je pense que là, là, ça va être compliqué. Mais non, mais ces postes 2-3, il y en a qui traînent. J'ai pas de nom en tête. Alors, je pense pas forcément sur de la free agency, mais sur un expiring pour pourquoi pas aller chercher un truc comme ça. Moi, je suis toujours. Sur quelques matchs, c'est toujours important d'avoir ces mecs-là. Impeccable, messieurs, on a fait un bon gros tour quand même sur cette semaine et la semaine à venir. Merci beaucoup les gars. N'oubliez pas, on se retrouve pas dimanche prochain, mais mardi, donc pas dans 2 jours, mais dans une semaine. Mardi 3, mardi 3 février, ce sera probablement à 11h. Voilà, on vous redira sur les réseaux. N'hésitez pas à X absolument, parce que Mathieu est à Phoenix, il va vous raconter un petit peu son séjour. Voilà, si vous voulez voyager avec lui. Il a une to-do list de choses à réaliser, donc on va voir s'il arrive à le faire. N'hésitez pas non plus en commentaire à lui passer vos commandes à la boutique des Suns, parce que du coup, il a pris un bagage en supplément. Ouais, ça, puis bon. Des choses. Voilà. Et puis il bosse à la SNCF, il a moyen de vous avancer, vous en faites pas. Hein. Exactement. Donc merci Mathieu par avance, je t'envoie ma commande très bientôt. Exactement. Bah écoute, gros bisous à Mathieu du côté de Phoenix. Bisous à Bastien également qui n'était pas avec nous aujourd'hui. Merci à tous et à toutes de nous suivre et d'être toujours à fond dans nos vidéos. C'est un pur bonheur. Abonnez-vous à toutes les chaînes et les réseaux sociaux. Le petit like, ça fait toujours plaisir. Le commentaire qu'on attend toujours, les gros pavés qu'on adore dans les analyses vidéo. Donc n'hésitez pas dans les commentaires à donner votre avis. On vous dit du coup rendez-vous le mardi 3 février. On vous fait des gros bisous. On vous souhaite une excellente grande semaine NBA pour nous. Ciao, ciao la team. À bientôt, ciao.